Oui, bonsoir. Mon nom est Denis Dumais. Très plaisir d'être avec vous ce soir dans le cadre d'une première soirée Carrefour des chemins, tendance, disposition et caractéristiques. Donc, cette soirée se déroulera en deux parties. Une première partie qui sera davantage macro, c'est-à-dire où on étudiera, où on regardera ensemble le phénomène Compostelle, pour en venir à une deuxième partie avec Guy Vermette au niveau davantage intime de l'expérience. Compostelle comme expérience singulière de vie pour le pèlerin et la pèlerine qui s'y engagent. Donc, nous commençons cette soirée et cette première partie. Je m'appelle Denis Dumais. Lorsqu'on pense un jour à entreprendre l'expérience de Compostelle, qu'on soit à notre premier chemin, un deuxième ou un troisième, arrive toujours le moment de savoir quel chemin prendre. Et avec cette question, quel chemin prendre, toute une série de questions sur le budget, sur les gîtes, sur la difficulté, sur la météo, sur le meilleur moment pour entreprendre cette aventure, etc., etc. Ce soir, Guy et moi, on vous invite à prendre un certain recul par rapport à toutes ces questions qui sont tout à fait importantes et légitimes. C'est l'objectif de notre première rencontre, de vous aider à prendre du recul. C'est les premières questions qui nous viennent, qui nous harcèlent. Mais ce soir, ce qu'on vous dit, Guy et moi, c'est avant de choisir un chemin, avant d'organiser le comment ça va se passer, il faut avant tout se poser la question du pourquoi. Tout le reste des choix que l'on fait découle souvent de la réponse à cette première question. Pourquoi, dans cette saison particulière de ma vie, je souhaite entreprendre cette expérience, cette aventure? Donc, la question du sens de l'expérience. Bien plus qu'un magasinage à la recherche de meilleurs sols, ce qu'on cherche avant tout lorsqu'on entreprend l'expérience de Compostelle, c'est une destination qui fait sens, une destination qui est aussi adaptée à nos aspirations et à notre réalité. Choisir son chemin et être choisi par lui. Quelques ingrédients de base, quel que soit l'individu ou quels que soient les chemins. Il faut, on pense, mieux comprendre l'univers de Compostelle, saisir l'essentiel de l'expérience pèlerine. Donc, lorsqu'on vit l'expérience de Compostelle, c'est pas n'importe quel type d'aventure, c'est pas n'importe quel type de randonnée que l'on souhaite faire. Donner une dimension personnelle à son projet et comprendre le spécifique des différents chemins. Pour ce faire, l'Association du Québec à Compostelle, Région de Montréal, a imaginé 3 rencontres. Ce soir, une rencontre qui porte davantage sur les grandes tendances de l'expérience, ainsi que sur les dispositions psychologiques et spirituelles pour entreprendre l'aventure. Ensuite, 2 autres soirées ou 2 volets. Un panel avec des pèlerins aguerris sur le sens et la motivation au cœur de leur propre expérience, suivi d'une période de questions et d'échanges lors d'une première soirée davantage sur les chemins en France et une deuxième soirée sur les chemins en Espagne et au Portugal. Ce soir, au menu, comprendre un peu mieux les contours de l'aventure de Compostelle, donc la première partie, qui est celle qui est en cours actuellement, sur l'évolution et les tendances, et Guy, en deuxième partie, nous parlera comment se préparer psychologiquement à marcher sur les chemins de Compostelle. En quête de balises pour mieux comprendre les tendances. Quelques mises en garde avant de débuter notre exploration. Donc, le terrain de jeu de l'aventure de Compostelle, c'est un terrain de jeu qui est très large. Des milliers de pèlerins depuis longtemps, des hospitaliers, des hospitalières, des observateurs, des universitaires et bien d'autres personnes s'intéressent au phénomène Compostelle. Ce soir, je vais vous présenter plein de chiffres. Donc, le plus important, ce n'est pas tant les chiffres en eux-mêmes, mais c'est davantage les tendances que ces chiffres nous révèlent.
Plusieurs limites à l'exercice. Donc, lorsqu'on regarde Compostelle ou lorsqu'on regarde la croissance de Compostelle ou le nombre de personnes qui se retrouvent sur les chemins de Compostelle, qui sont les pèlerins? Qui sont les randonneurs? Qui sont les touristes? Qui sont les autres personnes? Donc, le phénomène en soi, il est multiple. Les gens qui s'y retrouvent, ils s'y retrouvent pour différentes raisons, avec différents objectifs. Donc, ce n'est pas facile souvent de circonscrire le phénomène lui-même. Le pèlerinage des uns n'est pas celui des autres. Certains vont le faire à pied, d'autres à vélo, d'autres sur le dos d'un âne, d'autres vont prendre le bus, d'autres vont se permettre de faire transporter leur bagage. Donc, une multiplicité, une diversité d'expériences. Où porter notre regard? Est-ce qu'on s'intéresse à la psychologie des pèlerins, à l'histoire, à la culture? Donc, il y a beaucoup d'éléments ou d'aspects qu'on peut regarder lorsqu'on étudie le phénomène de Compostelle. Autre chose, c'est que les outils sont fort limités, particulièrement lorsqu'on regarde les statistiques. Les seules statistiques un petit peu fiables depuis 25-30 ans, c'est le nombre de personnes enregistrées à leur arrivée à Santiago qui demandent leur Compostela. Donc, on sait que ce chiffre est fort incomplet parce qu'il y a plein de gens qui se retrouvent sur les routes de Compostelle qui ne se rendront jamais à Santiago, qui demeurent en France ou qui demeurent au Portugal ou qui font une partie du chemin. Il y a des gens qui arrivent à Santiago, mais qui font le choix de ne pas aller retirer leur Compostela. Donc, toutes ces personnes-là, tous ces chiffres-là, on ne les retrouve pas. Donc, nécessairement, lorsqu'on regarde les chiffres, il faut mettre des bémols, puis il faut en ajouter beaucoup. Donc, c'est incomplet, mais par contre, ça révèle, je pense, suffisamment de tendances pour qu'il y ait un intérêt. Donc, c'est parti. Attachez vos ceintures, chers amis. On décolle. Donc, le graphique ici, c'est un graphique qui est très clair. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a une croissance exponentielle de l'expérience de Compostelle. Croissance qui a été, je dirais, lente jusqu'en 1993. Donc, les premiers chiffres qu'on a datent de 72. En 72, il y avait 67 personnes qui s'étaient retrouvées à Santiago pour demander leur Compostela. Aujourd'hui, 2019, qui est la dernière année complète où on a comptabilisé, on se retrouve à plus de 347 000. Donc, un chiffre qui a été multiplié par 71. Donc, c'est vraiment une croissance absolument incroyable. Ce que vous voyez sur le graphique, les petites courbes en bleu, c'est les années jacquaires. Donc, les années jacquaires, c'est des années où il y a davantage d'achalandage sur le chemin. Entre autres parce que Saint-Jacques est le patron de l'Espagne. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. Donc, on ajoute presque 100 000 pèlerins sur les routes lors des années jacquaires à Santiago. Donc, dans les explications qu'on peut donner à cette croissance exponentielle, je parlais tantôt de deux phases, deux moments. Donc, la première phase de 72 à 89, qu'est-ce qui a amené cette croissance-là? Bon, il y a eu une visite papale de Jean-Paul II en 1982. Je pense que Jean-Paul II, qui a beaucoup tenu un discours de deuxième évangélisation, voyait dans la croissance des pèlerins et des pèlerinages l'occasion pour le catholicisme de se repositionner, de moderniser son discours et probablement de présenter une image qui soit plus attractive ou attirante. Autre élément important qui peut expliquer cette première phase de croissance-là, Compostelle comme premier itinéraire culturel du Conseil de l'Europe en 87. Donc, depuis la création de l'Union européenne, le Conseil de l'Europe était à la recherche d'expériences pour un peu développer le sentiment d'appartenance européen. Et parmi la quarantaine d'itinéraires culturels à ce jour, Compostelle a été le premier qui a obtenu son accréditation. Compostelle est une expérience, qui faisait des références historiques importantes, des références culturelles importantes. Et le pari que le Conseil de l'Europe a fait, c'est qu'en valorisant ou en mettant en valeur l'expérience de Compostelle, on réussirait à créer un sentiment d'appartenance européen au-delà des frontières des pays particuliers.
Donc, 8 pays étaient particulièrement concernés par ce premier itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. Et Compostelle, je dirais, en a profité et ça a créé un achalandage plus important sur les chemins à partir de 87. Donc, la Journée mondiale de la jeunesse en 89, Jean-Paul II était aussi présent. Ça a été une rencontre jeunesse très courue, très importante et qui a un peu fait connaître au niveau des jeunes l'expérience du pèlerinage. Donc, d'ailleurs, pour les gens qui ont déjà arpenté, qui ont déjà fait le Camino Frances, lorsqu'on arrive à Monte de Coso, on voit qu'il y a une infrastructure absolument gigantesque de dortoirs et ça avait été conçu lors de la Journée mondiale de la jeunesse, les JMJ en 89. Donc, on se retrouve à 5 ou 6 kilomètres de Santiago et c'est là que logeaient les jeunes des différents pays qui participaient à cet événement. Donc, il y a un effet des années 5 dans cette période de temps-là, entre 72 et 89, mais c'est un effet timide. Donc, plus de gens lors des années Jacquard. Donc, une année Jacquard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est les années où la fête de Saint-Jacques, qui est le 25 juillet, tombe un dimanche. Donc, on tombe maintenant à la deuxième phase de croissance. Là, je dirais qu'on a mis le paquet. Donc, c'est l'économie, la culture, le religieux où il y a une alliance un peu déterminante. Et là, on passe un bond vertigineux entre 93 et 2019. Dans les éléments explicatifs de cette croissance vertigineuse, première chose, c'est que le Camino Frances a été déclaré comme étant un sentier, une route qui méritait d'être au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ça s'est fait en 1993. Ce que ça veut dire, ça, être au patrimoine mondial de l'UNESCO dans le cas du Camino Frances, c'est 166 villes et villages. C'est au-delà de 1200 monastères, églises, lieux, statues, attraits qui sont aussi répertoriés dans cette accréditation au patrimoine mondial de l'UNESCO. En 98, les chemins français, en particulier celui du Puy-en-Velay, donc 71 monuments, églises, attraits, plus 7 tronçons du chemin de Compostelle en France, obtiennent aussi une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, c'est deux éléments quand même qui ont été déterminants pour faire en sorte que davantage de personnes soient intéressées, peut-être des personnes qui sont davantage intéressées pour des motivations plus culturelles, de se retrouver sur le chemin. Et tous ces éléments-là, donc l'achalandage qui commence à être en forte croissance, les besoins évidemment d'infrastructures d'accueil, donc au niveau des gîtes, au niveau de l'hébergement, de la restauration, etc., etc. Donc, fait en sorte que les villages qui étaient tout près du Camino Frances ou tout près des attraits ou des tronçons en France qui avaient été répertoriés ou accrédités dans le cadre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ces personnes-là, ces gens-là, ils ont vu une opportunité intéressante pour un peu valoriser l'économie locale dans leur coin de pays grâce au tourisme religieux et autres formes de tourisme qui dorénavant fréquentaient leur région. Et je dois dire que les chemins de Compostelle passent par des régions qui étaient très dévalorisées au niveau économique. Donc, il y avait grand besoin d'un genre de relan ou de regain. Et l'expérience de Compostelle a constitué pour beaucoup de villages une occasion, si n'est que d'assurer leur survie. Donc, beaucoup de villages aujourd'hui seraient probablement fermés s'il n'y avait pas l'expérience de Compostelle ou si les pèlerins ne passaient pas dans leur village, d'où parfois les chamailles qu'il y a entre villages pour dire que le chemin authentique de Compostelle passe dans ce village-là plutôt que dans un autre village. Donc ça, c'est une autre affaire. Donc, autre élément aussi qui a contribué très fortement à l'achalandage accru dans cette deuxième période de 93 à 2019, c'est tout ce qui s'est écrit en termes de littérature, le film de oui, les cinémas, puis là, c'est juste quelques exemples que je vous donne. Il y a eu une myriade d'écrits de toutes sortes. Les médias sociaux, il y a énormément de gens, de jeunes et moins jeunes, qui avaient fait Compostelle, qui ont fait des blogs, qui ont voulu comme parler de leur expérience de multiples façons, des gens qui ont donné des conférences.
des émissions de télévision, des émissions de radio, etc. Et tout ça, dans le fond, a créé un engouement absolument incroyable pour Compostelle. Je dirais particulièrement, je dirais, pour les gens qui se retrouvent en dehors de la zone européenne. Donc, les Amériques, l'Asie, Moyen-Orient. Donc, les gens ont entendu parler, dans certains cas pour la première fois, de Compostelle. Et finalement, ils s'y sont rendus en grand nombre. Je pense entre autres à des pays peut-être plus fortement ancrés dans la tradition catholique, comme la Corée du Sud ou la Pologne. Donc, c'est des gens qui sont lancés dans l'expérience de Compostelle avec engouement dans ces années-là. Donc, c'est, je dirais, 4 raisons explicatives là, de cette croissance fulgurante de 93 à 2019. Autre élément qu'on peut remarquer lorsqu'on étudie le phénomène Compostelle, c'est la féminisation. Donc, au début, c'était davantage, peut-être pour une perception en termes de sécurité. Donc, peut-être que euh, les femmes avaient crainte de se retrouver seules sur le chemin. Il y avait peut-être, finalement, il y avait beaucoup de choses à démystifier par rapport à l'expérience du chemin. Mais à partir de 2018, je dirais, il y a eu une féminisation fort importante du chemin. C'est ce qu'on voit ici, à partir de 2018. Et c'est une croissance qui va en augmentation. Il y a davantage de femmes qui se retrouvent sur les routes de Compostelle que d'hommes maintenant, juste pour montrer quelques chiffres. Donc, en 2018, voilà, c'est à ce moment-là que la bascule s'est faite. Et en 2019, ben, l'écart continue de se creuser et probablement que ça va continuer dans les prochaines années. Si on regarde au niveau des groupes d'âge, on regarde bon, le groupe principal des 30-60 ans. Par contre, ce qui est peut-être un petit peu surprenant, c'est que les moins de 30 ans représentent quand même 26 de l'achalandage global, toujours des gens enregistrés à Santiago. Donc, davantage que les plus de 60 ans. Nous, ça nous surprend parce que dans nos associations canadiennes, américaines ou autres, souvent, c'est un peu inversé, mais ça s'explique en partie par le fait que c'est encore aujourd'hui, même s'ils sont moins nombreux qu'à une certaine époque, c'est quand même les Espagnols qui sont en plus fort pourcentage sur le Camino Frances et qui arrivent et qui débarquent à Santiago. Donc, nécessairement, ça a une influence parce qu'eux valorisent beaucoup l'expérience de Compostelle pour les jeunes. Il y a toutes sortes de mesures incitatives pour faire en sorte que les jeunes vivent l'expérience, si ce n'est que les 100 derniers kilomètres, qu'ils se retrouvent, qu'ils aient leur Compostelle. C'est bien vu pour un jeune dans son curriculum vitae d'avoir fait Compostelle. Il y a aussi une valorisation de l'expérience auprès des jeunes générations dans certains pays. Je pense aux Allemands, aux Hollandais et aux Anglais en particulier, et bien entendu, les gens de Corée du Sud et de Pologne. Donc, il y a tout un engouement au niveau de la jeunesse qui se répercute dans les chiffres qui sont sous vos yeux. Donc, au niveau du nombre total de pèlerins versus le nombre d'Espagnols, ce qu'on voit dans le fond, c'est que les deux groupes continuent d'augmenter. Donc, ici, dans le fond, ce qui est en bleu, c'est toute nationalité. Donc, on voit la croissance. Par contre, au niveau des Espagnols, la ligne en rouge ou en orange, donc il y a une croissance, mais beaucoup moins rapide. Donc, ce qui fait que le pourcentage des Espagnols, qui est encore supérieur à celui des autres nationalités, est beaucoup moins de ce qu'il a déjà été. Donc, quand on parle de 42 ce qu'on peut dire, c'est que dans le fond, la majorité des jeunes sont non espagnols, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, si on regarde la position du Canada dans le palmarès des 177 pays qui, en 2019, s'étaient retrouvés à Santiago, on est au 12e rang. Donc, 5279 Canadiens sont arrivés à Santiago. Donc, ça représente 1,5 du total. Répartition selon les différents chemins en Espagne. Donc, le français l'emporte encore, 54 27 le portugais, le norté, etc., etc. Par contre, ce que vous allez voir dans une prochaine diapositive, c'est que l'attraction qu'avait le français, le français avait quasi un monopole à certaines années, de par, comme je l'expliquais tantôt, étant donné qu'il avait été reconnu sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, ça avait créé vraiment une publicité pour ce chemin-là. Par contre, depuis quelques années,
c'est le portugais qui est en forte croissance, davantage même que le français, qui continue à croître, mais de façon beaucoup plus modeste que le chemin portugais et le norte primitivo, entre autres. Donc, ici, les mêmes chiffres, donc ils représentent la même réalité. Donc, on voit les différents chemins ici avec davantage là, de chiffres et de pourcentages. Faites-vous en pas au niveau des chiffres, essayez pas de prendre des notes. Vous aurez accès à l'entièreté des tableaux là, plus tard. Je vous l'enverrai à toutes les personnes inscrites. Donc, ici, quand je parlais tantôt de pouvoir d'attraction, c'est un peu ce que le graphique ici nous révèle. Donc, si on regarde tous les chemins en Espagne toujours, il y a un taux de croissance entre 2005 et 2019 aux alentours de 3,5. Celui du français, c'est plus modeste à 2,3, alors que les autres chemins d'Espagne, toujours, c'est 9,7. Puis, bon, là-dedans, il y a Espagne et Portugal. Donc, c'est le chemin portugais qui vraiment vole la vedette dans les dernières années. Et ça aussi, ça s'explique. J'y reviendrai plus loin. Donc ici, dans le fond, c'est la même réalité, mais encore plus claire. Donc, d'une augmentation qu'il y a eu entre 2014 et 2019, donc les 5 dernières années. Donc, il y a eu une augmentation de 109 595 pèlerins dans cette période de 5 ans-là. Donc, les Français sont allés chercher 25 de cette part de gâteau-là, alors que le Portugais sont allés chercher 54 de cette part de gâteau-là, le Primitivo 7 etc. pour la suite. Donc, on voit clairement ici que c'est le chemin portugais, particulièrement dans les 5 dernières années, qui vole un petit peu la vedette. Bon, ici, il y a quelque chose d'intéressant qui explique, entre autres, l'engouement pour des plus courts chemins, comme, entre autres, le portugais, le primitivo, les petits chemins qui partent de Sarria, les 100 derniers kilomètres, ou encore les chemins anglais ou les chemins qui font de Santiago à Fisterra, Muxía, etc. Donc, des plus courtes distances. Donc, en 2006, la moyenne, si on regarde la moyenne de chez tous les pèlerins, était d'à peu près 472 km. En 2018, 315. Et en 2019, encore une baisse, donc 270 km en moyenne. Donc, le tableau suivant, on voit que les courtes distances représentent 57 du total des gens qui ont demandé leur Compostela. C'est toujours un peu les pèlerins enregistrés au bureau de Santiago. Donc, 24 de 250, 17 et 1 Donc, très peu de pèlerins, dans ceux qui demandent leur Compostela, qui font 1000 et plus. Donc, 1000 et plus, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est parti de la France, des différents lieux de départ de Arles, Puy-en-Velay, etc. Donc, ça représente 1 de tous les pèlerins. Donc, ici, la même explication. Donc, Sarria, donc les gens qui font les 100 derniers kilomètres, c'est 96 000, donc 27 Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncevaux, notre pourcentage. Après, si on additionne Porto, donc le centre et les deux chemins qui partent de Porto, c'est 11 etc., etc. On voit que pour ce qui est de Paris, 125, Vézelay, 163, c'est presque marginal. Bon, ceux qui partent de France, c'est ceux qui partent du Puy-en-Velay, qui sont le groupe le plus important, donc 3180, mais ça demeure des petits nombres par rapport aux autres lieux de départ. Quelques chiffres maintenant du côté de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, il y a croissance là aussi. Ça, c'est les gens qui s'enregistrent, qui arrivent au bureau d'accueil de Saint-Jean-Pied-de-Port, au bureau des pèlerins. Donc, ils sont là pour demander des informations. Mais je dirais que c'est un bureau qui est fort achalandé. Donc, tout le monde, ou à peu près, particulièrement ceux qui continuent leur chemin vers l'Espagne, arrêtent au bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc, on est passé en 2010 de 35 000 personnes à 61 104 personnes en 2019. Donc, toujours le nombre de pèlerins à Saint-Jean-Pied-de-Port. Ici, ça illustre un petit peu la baisse qu'il y a eu, puis on va y venir plus loin en 2020. Donc, on voit qu'il y a eu 3 mois de fermé, de confinement total et une croissance très, très
timide si on regarde un petit peu ce qui était le cas. Puis c'est toujours selon les différents mois. On voit que pour Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est toujours à peu près le mois d'août et septembre qui sont les mois les plus achalandés. Donc, on va y revenir plus loin. Ce qu'on s'aperçoit aussi au bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port, c'est que les pèlerins français sont un petit peu en diminution au fil des ans, donc dans les 10 dernières années, alors que les pèlerins des autres continents sont, eux, en augmentation. Donc, ceux qui viennent des Amériques, l'Océanie, l'Asie, l'Afrique est restée à peu près stable, c'est très marginal, les pèlerins qui viennent d'Afrique. Coup d'œil sur l'année 2020, au niveau de Santiago, c'est un peu le même portrait que je vous ai montré pour Saint-Jean-Pied-de-Port, donc c'est une forte décroissance. Donc, en chiffres, donc à Santiago, en 2019 en 2020, donc la chute vertigineuse. Donc, on est passé de 347 578 en 2019 à 54 000. Pour ce qui est du bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port, on est passé de 61 000 à 6 100 en 2020. Donc, on revient au niveau de la fréquentation du bureau d'accueil de Saint-Jean-Pied-de-Port à l'an 2000. Donc, c'est une forte, forte décroissance. Et ce qui demeure toujours un petit peu objet de supputation et de certains vertiges, c'est l'année 2021 qui demeure encore inconnue. On sait que l'Espagne a annoncé de façon officielle, le gouvernement espagnol, que les frontières risquaient d'être fermées jusqu'en septembre 2021, à tout le moins pour l'accueil des étrangers. Pour ce qui est de la France, il y a des nouveaux confinements. Donc, personne n'est en mesure de prédire de quoi va avoir l'air l'année 2021, qui était une année, d'ailleurs, jacquaire, une année sainte. Ce qui a été annoncé de façon officielle par les autorités ecclésiales, c'est que, compte tenu du contexte, l'année jacquaire va se prolonger jusqu'en 2022. Donc, l'année 2021 jusqu'à 2022 va être considérée année sainte. Donc, les portes de la cathédrale de Santiago vont demeurer ouvertes pour les pèlerins. En conclusion, pour ce qui est des quelques faits saillants, donc les choses qu'on a déjà vues, donc forte croissance, plus de femmes que d'hommes sur les chemins depuis 2018. Le nombre des non-espagnols est maintenant majoritaire. Compte tenu des courtes distances, il y a une concentration de l'expérience en Galice. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que l'Office de tourisme galicienne a mis les bouchées doubles pour s'assurer que cet achalandage-là reçoive les services. Donc, il y a vraiment un gros investissement parce qu'effectivement, je pense que le gouvernement espagnol et particulièrement les autorités en Galice y ont vu l'occasion d'une petite mine d'or au niveau économique et financier, ce qui n'est pas posé, ce n'est pas sans poser d'autres genres de problèmes. Je vais y revenir un petit peu plus loin. Donc, une plus grande diversité des motivations et des formules, j'en ai un petit peu parlé tantôt, les distances plus courtes, une pluralité de motivations, alors qu'à une certaine époque, je dirais aller jusqu'en 2000, presque jusqu'en 93, presque l'an 2000, là, je dirais que la motivation religieuse était beaucoup plus importante qu'elle l'est actuellement. Actuellement, oui, il y a encore des gens qui font Compostelle pour des motifs religieux. Davantage, actuellement, on élargit la notion religieuse à spirituelle. Donc, il y a toute une spiritualité laïque qui se développe, qui fait en sorte qu'il y a une recherche spirituelle qui se mène en dehors de l'univers du religieux. Il y a des gens qui le font davantage pour des raisons culturelles, pour des raisons sportives, pour des raisons de bien-être holistique, etc. Il y a une foule de motivations pour faire aujourd'hui Compostelle des régions psychologiques, le dépassement de soi, etc. Guy va sûrement nous en parler un petit peu plus longuement tout à l'heure. Donc, il y a un déplacement, j'en ai parlé tantôt, de l'attractivité vers les chemins espagnols qui va avec la recherche. Les gens ont moins de temps, veulent faire des expériences de plus courte durée, des expériences où il y a peut-être moins de risques, donc vont opter pour des chemins. Et celui, chemin portugais, je dirais, pour nous, Canadiens, Américains, étant donné qu'il y avait des vols directs qui nous menaient à Porto,
c'était aussi très facilitant de partir de Porto, de se rendre à Santiago et de revenir au pays par la suite. Donc, des faits saillants, bien évidemment, une croissance fulgurante qui est à relativiser, je l'ai dit tantôt, parce que les chiffres sont incomplets, ne sont pas toujours fiables. Il y a des gens qui obtiennent leur Compostelle-là parce qu'ils ont des contacts qui sont davantage, je dirais, dans la catégorie du tourisme religieux. Donc, oui, il y a beaucoup de monde qui ont leur Compostelle-là, qui font une demande de Compostelle-là. Est-ce qu'ils sont tous des pèlerins? Encore, il faudrait s'entendre sur la définition de ce que c'est un pèlerin. Donc, il y a beaucoup de questions qui sont autour de cette question-là. Donc, une expérience qui est plus accessible, mais à quel prix? Donc, il y a une mutation de la forme de cheminement, comme j'ai vu tantôt. Il y a un nouveau terme qui est utilisé par les observateurs du phénomène, on appelle tourigrino, donc qui sont une conjonction là, de tourisme et pérégrino et pèlerin, donc qui est en voie de développement. Donc, des gens qui font une partie de voyage touristique, mais qui veulent quand même garder aussi des valeurs au niveau du pèlerinage. Donc, il y a un amalgame de ces deux réalités-là qui peut être heureuse dans certains cas, mais qui ne l'est pas toujours dans d'autres cas. Donc, ça amène des jugements très sévères et inquiets de certains observateurs de la réalité du chemin, je dirais en particulier de ceux qui ont été pèlerins à une certaine époque. Ils se demandent où s'en va Compostelle. Est-ce que Compostelle est en train de perdre son âme? Est-ce que la nature de l'expérience est en train de se dissoudre derrière des considérations plus mercantiles, plus commerciales? Donc, il y a toutes sortes de questions qui entourent cette question-là. L'avenir nous le dira. Tu sais, je pense qu'il y a un travail important des associations, autant les associations de pèlerins que les associations d'hospitaliers, des associations de villes et de villages. Donc, les gens sont conscients du risque qui entoure ces mutations et ces changements-là. Il y a un espace au niveau des associations pour maintenir vivantes et actuelles les valeurs du chemin. Il y a beaucoup de gens qui y mettent énormément de temps et d'énergie. Voir l'avenir, je pense que c'est là-dessus que j'ai le goût de vous laisser. Il faut voir l'avenir avec simplicité, avec générosité, avec ouverture et avec en prime un peu de liberté. Donc, bien entendu, je fais référence aux valeurs de notre association. Simplicité, générosité et ouverture. Et je pense qu'il faut demeurer confiant par rapport à l'avenir. Donc, dans les enjeux, dernière diapositive, donc, ne pas trop se laisser distraire et démotiver par ces nouvelles tendances et par toutes ces réflexions et questions et inquiétudes qui se partagent sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et pas trop non plus se laisser démotiver par la période de turbulence qu'on traverse actuellement avec la COVID-19 qui a son lot d'incertitudes en disant va-t-il être capable de retourner sur les chemins, quand est-ce, etc. Donc, tout ce qui tourne autour de ça. Donc, ne pas trop se laisser distraire. Y voir peut-être une opportunité pour se donner du temps pour approfondir notre expérience avant, pendant et au retour. Et donc, on a de l'espace pour ce faire. Donc, utiliser au maximum cet espace-là pour donner des racines à notre expérience. Il faut peut-être toujours se rappeler que dans toute cette aventure, c'est toujours un peu de nous-mêmes dont il est question. Au-delà du phénomène, au-delà de l'aventure un peu extérieure, il faut toujours un peu se mettre au centre, faire un travail un peu d'introspection et de développement personnel à travers cette aventure-là. Plus que jamais, on réalise que pour garder le cap, il faut avant tout tourner les yeux vers l'intérieur. C'est sur ce genre de chemin, ce genre de considération, sur cette invitation que Guy souhaite nous accompagner. Il va nous y inviter en cette deuxième partie. À toi, bon ami. Bonne soirée à tout le monde. Merci de votre écoute.